ordinateur et vous lui dites regarde le contrôle des cases. L'ordinateur, il va vous dire s'il y a plus de 3 pièces qui contrôlent une case, je la mets en orange. S'il y a plus de 4 pièces, je la mets en rouge. Vous allez voir d'un seul coup votre échiquier, à des endroits il va rougir. Eh bien, vous allez avoir un espace chaud. Il n'y aura pas forcément des pièces dessus. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est l'idée des champs. Vous avez un champ magnétique et vous êtes neutre. Ben, vous ne savez pas qu'il y a un champ. Vous mettez une particule qui est sensible au champ magnétique, toup, elle colle. Hein? Vous vous rappelez, quand vous avez fait ça à l'école, vous prenez un aimant comme ça et vous mettez de la limaille de fer par-dessus et vous regardez les lignes. Ces lignes existent bien. Elles n'apparaissent pas quand on met la limaille. La limaille témoigne de leur existence. Eh bien, essayez maintenant d'imaginer dans cet espace d'Orient, vous allez vous rendre compte que si vous mettez les points stratégiques, vous mettez les points d'eau, vous mettez les mers, les points de contact, les fleuves artificiels, les puits énergétiques, et vous les mettez tous sur une carte, et maintenant vous imaginez que ça c'est un champ électrique, magnétique, etc. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des zones, la moindre charge électrique qui passe là-dedans, ça va créer une situation de crise. Parce qu'il va falloir qu'en fait elle se pose. Dès qu'elle va se poser, elle va aller dans une direction ou dans une autre. Quand vous allez avoir une région qui va être reconfigurée, on va vous dire, vous voulez être de la frontière à droite ou de la frontière à gauche. Il y a des gens en France qui arrivent à se casser la figure aux rive droite, rive gauche. Bon, ils se cassent la figure à distance, hein, des raisons économiques. Bon. Eh bien, c'est juste un fleuve, hein, avec des ponts. Vous imaginez quand il n'y avait pas de pont. Bon, dans la région, en fait, il faut bien se rendre compte que tout le monde a un point de référence. Or, ces points de référence, des fois, peuvent être multiples. Vous pouvez très bien être de rive droite, mais vos parents étaient de rive gauche, et vous êtes déplacé, vous êtes marié avec quelqu'un de rive droite. Et puis vos enfants veulent habiter en rive gauche. Vous dites que c'est pas possible. Jamais j'accepterai ça. Donc vous vous retrouvez avec Roméo et Juliette sur rive droite, rive gauche. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Ce qui semble fondamental quand on est sur le plan local, semble dérisoire quand on le regarde à grande distance, mais n'oubliez pas, quand vous le re-regardez au point local, c'est toujours fondamental. Donc il y en a parmi vous qui doivent se dire le mur de lamentation, ouais, s'il avait été un peu plus loin, enfin. Oui, mais enfin, il s'appelle de lamentation, c'est pas parce que c'est un mur, c'est parce qu'il y avait un temple. Bon, si on mettait la mosquée un peu plus loin, oui, mais elle a été mise là pour quelque chose. Quand vous regardez, je ne sais pas, ceux qui sont allés à Jérusalem, il y en a certainement. Ceux qui sont vraiment allés dans les régions chrétiennes, vous avez vu l'échelle? On vous a montré l'échelle? Il y a une échelle qui n'a pas bougé. Parce qu'on ne sait pas à qui a le droit de la bouger. Une échelle, une vraie échelle, ceux qui ne sont pas au courant. D'accord? Donc vous rentrez dans l'endroit et puis vous voyez une échelle comme ça. Vous dites, mais pourquoi elle est là? Et alors, donc si vous posez la question, personne évidemment ne sait exactement pourquoi elle est là, mais le problème c'est pas pourquoi elle est là, c'est qui a le droit de l'enlever. Eh bien on n'a pas trouvé encore qui a le droit de l'enlever de façon légale sans empiéter sur l'autre. Vous imaginez quand même. Bon, une histoire d'échelle. Donc quelqu'un le sépare, vous prenez un jeune, là il y a un jeune, il y va là-bas, il prend l'échelle, il la met de côté, et puis c'est bon. Puis nous on fait semblant d'avoir rien vu. Vous imaginez ça, le scandale après? D'abord, le plus drôle, c'est qu'en fait, on va avoir un statut antique. C'est-à-dire qu'en fait, on va remettre l'échelle là où elle était. C'est formidable. Alors, donc ça, vous vous rappelez, pour ceux qui ont... Vous allez voir comment ça se situe. Donc, ce n'est pas une question d'échelle, vous allez voir comment on y pense. C'est cette célèbre anecdote où vous avez 10 singes dans une cage et vous avez un régime de bananes en haut. D'accord? Et il y a une échelle en bas. Donc, les singes ont faim. Au bout d'un moment, ils comprennent qu'il faut prendre l'échelle pour prendre le régime. Bon, et puis vous avez une équipe de savants autour et qui leur tape dessus dès qu'ils montent sur l'échelle. Donc jusqu'à là c'est simple, d'accord? Bon, alors maintenant vous enlevez un singe et vous le remplacez par un singe qui ne sait pas. Eh bien quand il va essayer de monter, c'est les autres singes qui vont le taper. Parce qu'ils savent que s'ils ne le tapent pas, ils vont se faire taper tous.
Bon, vous remplacez encore un autre singe. Vous faites ça 10 fois. Au bout d'un moment, il n'y a pas un seul singe qui était présent. Personne ne sait pourquoi il ne monte pas, mais tout le monde est prêt à se taper sans savoir pourquoi. Eh bien, cette situation-là, il faut bien vous rendre compte que des fois, quand vous êtes positionné en fiacento, ça vous permet de contrôler des situations analogues. Vous êtes à l'extérieur, les individus ont peur d'une force de frappe sur le plan local, ne jouent pas le jeu, alors que quand vous êtes à l'extérieur, vous dites « mais pourquoi ils ne sont pas ensemble ?» Parce qu'ils savent que s'ils se mettaient ensemble, ils seraient contre l'autre coalition. Et donc la problématique maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y en a plein qui sont préoccupés, mais en fait vous ne savez pas bien vous positionner. Vous regardez une partie d'échecs, il y a les noirs et les blancs, et puis vous dites, bon, allez, je vais être avec quelqu'un, et puis vous regardez, c'est tellement le beans que vous ne savez même pas si vous voulez être avec l'un ou l'autre. Alors vous regardez les joueurs, celui-là vous semble plus sympathique, celui-là moins, ou le contraire, et puis ça n'a rien à voir. Maintenant, essayez d'être un peu plus intelligent. Vous dites, j'ai misé pour le gagnant. Vous regardez la pièce, vous ne savez toujours pas qui va être gagnant. Bon. Le pire maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, ceux qui sont apparemment en conflit sont en conflit avec des éléments locaux. Ils laissent passer l'adversaire global pour écraser une résistance locale et pour dire à l'autre résistance locale « Who's your daddy ?» Vous voyez? Et nous, on analyse « Ah, il y a une percée à cet endroit-là. » Alors regardez, chaque fois que vous entendez maintenant aux infos, vous entendez une percée, et regardez ce qui se passait juste avant la percée. Et vous allez vous rendre compte qu'à cet endroit-là, il y avait un groupuscule qui était contre l'État, ou alors il était pour l'autre, et qu'en fait on l'a décimé, parce que ça a arrangé des deux côtés. Alors des fois, votre ennemi officiel vous élimine de vos ennemis naturels. Et alors que l'ennemi officiel est artificiel, l'ennemi naturel n'est pas artificiel, et il est bien plus dangereux pour vous que l'ennemi artificiel. Parce que l'ennemi artificiel peut vous aider à former une coalition contre lui, parce qu'il est artificiel, alors que personne ne fera une coalition contre votre ennemi naturel qui est local. Donc si vous regardez cet espace de configuration, vous allez vous rendre compte que non seulement vous ne savez pas qui joue avec les blancs et qui joue avec les noirs, mais imaginez maintenant que vous soyez sur un échiquier où il y a plusieurs couleurs. Alors pour ceux qui pensent que ça n'existe pas, on appelle ça l'échiquier forteresse. C'est très bien, vous pouvez le trouver sur Internet pour le voir à quoi ça ressemble. C'est un jeu d'échecs qui se jouait à 4. Ça a duré pendant pas mal de temps. Donc c'est un jeu d'échecs, vous disposez vos pièces de façon normale sur un échiquier plus grand, et à droite de votre partie, vous avez une forteresse dans laquelle vous pouvez rentrer et l'autre ne peut pas rentrer facilement. Il y a une porte. Et bien, vous allez vous rendre compte que par exemple, on joue 2 blancs, 2 noirs. Mais les 2 blancs et le 2 noirs, il ne faut pas qu'ils soient 2 noirs de même couleur, noir. Il faut qu'ils soient noirs et un peu moins noirs. Pourquoi? Parce que les pions, ils vont avancer que dans un sens et que votre autre noir, il avance dans l'autre sens. Quand vous allez regarder les pièces mélangées, vous allez voir que 2 couleurs, noir et blanc. Il faudra regarder en détail si c'est à quel point c'est noir du même genre pour savoir dans quel sens ça va bouger. Cet espace de configuration, c'est ce qu'on a en Orient. C'est-à-dire qu'en fait, on a des individus qui sont là depuis très longtemps, on a des ennemis qui sont là depuis très longtemps, on a des coalitions qui sont là depuis très longtemps, et on a des coalitions qui changent. Et donc en fait, à la fin, on ne sait plus bien qui est avec quoi. Et le problème, c'est que nous, on veut avoir une vision globale, on dit, il faut intervenir. D'accord? Vous voulez intervenir où? Alors, donc, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer une sorte d'inertie, d'abord intellectuelle et ensuite opératoire, et on va se dire, on va laisser faire un peu et on va voir. Le problème, c'est que dès que vous dites, on va laisser faire un peu, je vous rappelle que les guerres dans les Balkans, ça a commencé en 1912, ça a été un super travail de préparation pour la Première Guerre mondiale qui a commencé seulement 2 ans après, laquelle on considérait que c'était la dernière des dernières,
alors qu'on a eu la seconde. Et la seconde, comme par hasard, avait lieu sur le même échiquier. Ce qui fait que maintenant, votre carte de 2015 ressemble plus à votre carte de 1915 que celle de 1945. Et donc là, vous avez une autre problématique qui est plus enrichissante, c'est ce qu'on appelle le temps polycyclique. Le temps peut revenir. Au jeu d'échecs, quand vous avez 3 fois la même image sur l'échiquier, ça provoque une partie nulle. L'espace de configuration, vous le voyez 3 fois. Ce n'est pas forcément continu, hein, ce n'est pas les 3 mouvements comme on croit, c'est les 3 images. On sait que c'est une partie nulle. Et bien là, le problème, c'est quoi? C'est que vous avez des répétitions d'images qui apparaissent, peut-être avec un cycle de tous les 1000 ans, de tous les 500 ans ou de tous les 100 ans, et vous, vous ne pouvez pas dire que ça n'a pas eu lieu, mais ça continue la partie. Mais ça continue avec d'autres joueurs. Donc si vous voulez maintenant vous représenter mieux la région, imaginez que vous ayez plus de 2 joueurs, que les joueurs ont une durée de vie de 5 minutes et qui jouent la même partie. Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir un phénomène d'hérédité. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez trouver que l'autre a joué de façon très virulente contre l'autre, vous le remplacez, vous trouvez qu'il a joué de virulente contre vous. Et vous allez agir de manière virulente comme si le coup venait d'être fait. Maintenant, quelqu'un arrive, il vous voit jouer pour la première fois au jeu d'échecs, il vous dit « Mais pourquoi tu es aussi attaquant ?» C'est parce qu'il n'a pas d'histoire. Il est en phénomène de table rase. Donc il se dit « La partie vient de commencer. » Donc, pour avoir ce schéma, il faut vous rendre compte. Imaginons par exemple que Philippe et Grégor jouent 10 parties. Et vous arrivez à la 10e. Philippe a les blancs, Grégor a les noirs. Comme vous ne voyez que la 10e, tous les coups sont nouveaux. Si vous, monsieur Bleu, vous étiez là avant, vous diriez tout de suite, « Ah, Philippe fait une ouverture comme dans la 7e. » Pas dans la 8e, ce qu'il est là avec le père. Si quelqu'un vous écoute, n'était pas là, il dit « Qu'est-ce que c'était la 7e ?» Si vous regardez par exemple les numéros des croisades, il y en a plein qui croient qu'il y a une, 2, 3, il y en a certains qui croient qu'il y en a 4, il y en a une 9. Donc au bout d'un moment, il faut quand même bien vous rendre compte que si elles ont des numéros, c'est comme, je ne sais pas moi, c'est comme Louis XIV. S'il s'appelait Louis XIV, c'est qu'il devait y avoir quelqu'un avant. Il n'a pas décidé, tiens, je vais m'appeler 14. Puis Louis par ailleurs. Vous voyez? Pourtant, c'est ce qu'on fait quand on fait l'analyse. Nous, on analyse en considérant qu'il a joué au dé, il a sorti 14, et comme il s'appelait Louis, on l'a appelé Louis XIV. Non, mais rigolez pas, c'est ce qu'on fait. Simplement, c'est chez les autres. Donc les autres, il n'y a personne pour vous dire, mais non, mais tu sais, il y a une tradition, ça fait comme ça. Et bien là, ce qui se passe, c'est que si vous n'avez pas une analyse historique de la région, eh bien, si vous regardez simplement la géographie actuelle, vous allez vous rendre compte que tout semble complètement nouveau, alors que c'est vraiment une répétition. Et le problème des répétitions est le suivant. Est-ce que c'est la répétition générale? Eh oui. Ou est-ce que vous êtes en configuration de spectacle? Vous savez maintenant, vous pouvez même participer, payer même une place à une répétition générale. Et si quelqu'un d'autre, extérieur, ne savait pas ça, il vous voit payer la place, il va vous dire c'est spectacle. Je lui dis non, c'est répétition générale, le spectacle c'est demain. Mais qu'est-ce que c'est alors ça? On en est arrivé donc à regarder la répétition générale comme un spectacle. Eh bien, il faut bien vous rendre compte qu'en stratégie, il n'y a que des répétitions. Parce que l'ensemble des répétitions, c'est le spectacle. Il n'y a pas de spectacle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où il va y avoir une différence. C'est simplement un problème diachronique. C'est-à-dire que vous regardez tout un film, et vous regardez dans le film, vous dites, dans tout le film, puisqu'il y a 24 images par seconde, quelle est l'image la plus importante? Aucune. Il n'y a rien de spécial. Mais si vous les regardez tout ensemble, il y a quelque chose qui se passe de spécial. Donc ça, c'est l'histoire
qui s'imprègne dans l'espace confiné. Et qu'est-ce qui se passe en fait en Orient? Eh bien, vous avez un espace relativement restreint avec énormément d'histoire. Ce qui veut dire que chaque coup qui est joué parce qu'il y a 500 ans, il nous avait fait ça. Il y a 700 ans, nous, on avait fait ça. Là, on a perdu la bataille de machin. Là, vous dites, c'est quoi le truc, là? C'était il y a 1000 ans. Et vous dites, mais c'est pour ça que vous jouez comme ça? Eh bien, oui, c'est comme ça. C'est qu'on a une tendance naturelle, quand on a très peu de mémoire, ça nous arrive à tous, dans l'espace stratégique, on considère que le futur proche dépend du passé proche. C'est une énorme erreur stratégique. Il y a énormément de choses qui vont se passer dans le futur proche qui dépendent du passé lointain, voire très lointain. Ce qui fait que si vous n'avez pas une connaissance de ces passés lointains, tout vous semble totalement nouveau. Et donc vous allez de surprise en surprise, sans vous rendre compte que c'est simplement la continuité d'un cheminement tout à fait naturel. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que si on avait des références aux Arméniens en 1862, officiellement en 1878 au traité de Berlin, un démarrage du génocide en 1894 et un génocide en 1915, eh bien, si on avait analysé ce schéma-là, on saurait que le génocide était inévitable, parce qu'il y avait une tendance qui allait dans le même sens. C'est-à-dire l'Empire ottoman, les jeunes Turcs, Mustafa Kemal, tous allaient dans le même sens. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? Chaque fois qu'il y avait un changement de gouvernement, ils considéraient les gens locaux que c'est bon, tout va mieux se passer maintenant. Et ils ne regardaient pas quels étaient les points de contact et les points communs entre les différents gouvernements. Vous regardez en France sur l'espace d'une république, et regardez les points communs. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des points qui n'ont pas du tout été modifiés en fonction de celui que vous avez élu. C'était déjà programmé. C'était par exemple un plan quinquennal, avant. Or lui, il arrive en intermédiaire, parce que les élections à ce moment-là, l'Assemblée a été dissoute, etc., arrive, et bien il continue exactement le même programme. Vous avez des gens qui considèrent que chaque fois qu'on a une élection, on a une table rase. Donc on redémarre à partir de l'élection. Mais c'est faux. Et d'un seul coup, la personne vous dit, non mais vous savez, quand même, il y avait un décret machin, il y avait une loi machin, on ne peut pas le changer, maintenant pour le changer, on va le changer dans 3 ans. C'est la problématique que vous avez en France avec Assemblée et Sénat. Parce qu'évidemment, comme ils ne changent pas en même temps, ils ne sont pas tous du même parti. Bon. Alors c'est très rigolo parce que quand vous êtes de l'autre parti, ça vous embête. Quand vous êtes de l'autre parti, ça vous embête aussi, mais pas au même moment. Mais en fait, vous ne réalisez pas que s'ils changeaient en même temps, ça se rappellerait une dictature. Oui, parce que si d'un seul coup, le Sénat et l'Assemblée avaient tous le même parti avec majorité absolue, il passe n'importe quoi. Bon. Donc on n'a aucun effet de contrôle. Nous maintenant, comme on est dans un espace démocratique, on se dit oui, mais quand même, ils ne sont jamais d'accord. Heureusement. Parce qu'il n'y a rien de pire que les gens qui sont tout de suite d'accord dans le même sens. Hein? C'est un grand pas devant le précipice. Bon. Et bien là, c'est pareil. Maintenant, il faut imaginer que vous avez des joueurs très très anciens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir d'un joueur très ancien? Ça veut dire, en fait, c'est quelqu'un qui rentre, par exemple, dans une église et qui se rend compte que l'église est là 1000 ans. Bon, vous avez les 3 pelés et un tondu qui rentrent dans une église comme si elle venait d'être faite, qui n'ont rien compris, quoi. Et puis vous avez l'autre qui commence à regarder l'architecture, qui se rend compte, en fait, qu'il y a un historique qui n'a rien à voir avec les éléments de l'époque actuelle. Et d'un seul coup, en regardant le plafond, vous regardez des misères qui sont faites aux chrétiens d'Orient, qui sont celles que vous allez voir aux infos. Et il y a la personne qui va venir dans l'église pour prier pour ceux qui ont des problèmes, sans se rendre compte que leur histoire est écrite. Après, vous allez avoir d'autres plots qui vont dire bah, ça a été une prophétie, hein, vous voyez, c'est annoncé. C'est pas ça. C'est qu'on l'a oublié. Donc quand vous avez une répétition et quelqu'un oublie que c'est une répétition, si quelqu'un s'en rappelle, il dit « Ah putain, mais comment tu as prévu ?» Vous voyez? Bon, donc, 3 points.
Vous avez remarqué que dans la musique, on marche surtout avec 3. Alors qu'est-ce que c'est? La première fois, vous avez un motif qui apparaît. Évidemment, quand vous ne le savez pas, vous ne savez pas que c'est un motif. Bon. Après, ça peut vous plaire ou pas vous plaire, on s'en fout pour l'instant. Bon. Le motif réapparaît une deuxième fois. Ah, vous dites, ah, c'est le même motif. D'accord? À la troisième, vous commencez à le chanter. Donc, en fait, au départ, c'est l'apprentissage. Après, c'est la reconnaissance. Vous ne pouvez pas reconnaître quelque chose que vous n'avez jamais appris. C'est-à-dire que si vous faites écouter à monsieur la première fois une musique, il ne l'a jamais écoutée. Vous lui dites, tu ne reconnais pas? Comment vous voulez qu'il reconnaisse puisqu'il n'a jamais écouté? Sauf s'il y a un motif qui apparaît dans l'autre. Et ensuite, c'est l'approfondissement, avec un effet de feedback. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous écoutez la radio. Vous savez, ceux qui sont mélomanes, ils adorent faire ça. Ils écoutent 3 notes, ils disent « Ah, c'est machin ». Comme si machin était au courant, et ça lui fera plaisir. Tu vois. Alors, le niveau très bas. Vous avez le type qui ne connaît rien en musique classique, il connaît que Mozart. Il allume la radio, il entend n'importe quoi, il dit Mozart. Donc, comme il a du pot, ça peut marcher. L'autre, il connaît moins que celui qui connaît rien. Il lui dit, mais incroyable. Voilà. Maintenant, vous prenez quelqu'un qui s'y connaît. Il écoute, il dit, je ne suis pas sûr que ça soit Mozart, c'est peut-être Haydn. L'autre, évidemment, il ne connaît pas Haydn. Après, la radio annonce, c'est Mozart. Je ne connais rien. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est parce qu'il connaît qu'il fait l'erreur de ne pas pouvoir se positionner. Parce que s'il ne connaissait pas, il dirait que Mozart. C'est pareil pour les infos. Vous avez un journaliste qui est spécialiste. D'un seul coup, il est spécialiste parce qu'il a écouté que Mozart. Arrive 3 notes, il dit Mozart. Comme c'est du Mozart qu'on joue, il se dit, moi je suis un spécialiste. Vous l'écoutez, vous dites, quel spécialiste. Il a tout prévu comme c'était prévu. Mais en fait, il ne peut pas prévoir d'autres scénarios. Le lendemain, ça change, on vous met Haydn, il continue à dire Mozart, et là, il va vous dire, c'était presque Mozart. Après, ça va vraiment dévier, on ne pourra plus dire presque, ça sera devenu une exception. Et puis, vous allez avoir le spécialiste qui va apparaître que de temps en temps, il va vous dire, je ne sais pas, c'est pas sûr que ça soit ça. Vous allez dire, mais il ne sait jamais rien, celui-là. Alors, il faut bien vous rendre compte que le doute chez les spécialistes, c'est une caractéristique. Je ne connais aucun ignorant qui doute. Parce qu'il est ignorant, comment vous voulez qu'il doute? Voilà. Celui qui doute un peu, il se dit, ça ressemble quand même à une situation, mais est-ce que c'est une ressemblance? Est-ce que c'est une imitation? Est-ce que c'est une analogie? Est-ce que c'est une répétition? Vous voyez, c'est ça là, c'est 4 fois la même chose pour celui qui ne connaît pas. Et bien là, ce qui se passe en ce moment-là, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous avez des processus polycycliques qui reviennent. Vous allez avoir un processus qui est exactement l'équivalent de ce qui se passe il y a 1000 ans. Et ce qui sera très drôle, c'est quand vous allez vous rendre compte qu'on va utiliser la première fois de votre vie, bien sûr, le mot croisade. Vous direz, mais incroyable. Évidemment, si vous avez oublié toutes les autres. Puis heureusement, peut-être que quelqu'un dira croisade 10, et là vous direz peut-être qu'il y en avait 9 avant. Vous voyez? Donc, c'est pareil. Si vous connaissez bien une série et vous connaissez tous ses épisodes, vous pouvez repérer le numéro. Si vous ne connaissez pas la série, on ne vous dit pas le numéro, vous ne savez pas lequel c'est. Si on vous dit que c'est l'épisode 11, ben vous dites, bon, ben c'est l'épisode 11, c'est qu'il doit en avoir avant. Le problème, c'est que dans les stratégies, on ne vous dit pas quel épisode c'est. Si en plus vous retenez cette grande phrase de Clémenceau qu'on signe les traités, non pas pour terminer les guerres, mais pour commencer les suivantes, eh bien vous allez vous rendre compte que non seulement il faut prévoir ce qui va se terminer, mais il faut prévoir dans quelle configuration je vais me mettre pour la suite. Alors pour vous rendre compte de ce que ça veut dire, vous prenez un échiquier, vous prenez un autre échiquier, vous jouez à 2, et dès que vous prenez une pièce à l'autre, vous la mettez sur l'autre échiquier où vous voulez. Elle est parachutée. Les autres qui jouent, ça leur change toute leur configuration. Mais s'ils sont assez intelligents, ils regardent l'autre échiquier et ils regardent qu'il y a une pièce qui va être prise. Ils regardent maintenant leur position et maintenant ils savent que cette pièce va venir. C'est pareil
C'est comme si vous voyez un parachutiste. Il n'y a pas besoin d'être quand même un génie pour savoir qu'il va tomber. Or, nous, qu'est-ce qu'on fait? On le voit apparaître, on se dit, mais d'où il sort? Il est encore avec le parachute. Hein. Eh bien, dans cet espace conflictuel relativement restreint, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Europe, elle a toujours une grande part dans cette région. Pourquoi? Parce que c'est une buffer zone. C'est un point de contact avec l'Asie et l'Afrique. L'Afrique joue moins, mais attention, ce qui se passe maintenant en ce moment, c'est que la Chine joue avec l'Afrique en créant un pont par-dessus cette zone. Je vous donne un exemple pour conclure, pour l'instant. On vous dit par exemple que les États-Unis, avec l'Iran, ils ont un gros problème. Ça fait des années qu'on en entend parler. Bon. Il y a même un blocus. Bon. Eh bien, ce que vous pouvez vous rendre compte, c'est que les camions-citernes d'Iran n'ont jamais cessé de traverser toute l'Arménie pour continuer à approvisionner. Donc c'est très simple pour ceux qui ne parlent pas perse, c'est les plaques d'immatriculation que vous ne pouvez même pas lire les chiffres. C'est facile à repérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous réfléchissez, c'est comment ça se fait qu'officiellement on dit qu'il y a un point de rupture et pas de relation, alors qu'en fait il y a directement un passage, on est en phase blocus. En réalité, le gros problème des Américains est chinois et pas perse. Pour l'espace américain, la buffer zone est tellement grande que l'ensemble Perse et Irak est une buffer zone pour la Chine. Donc c'est un point de repli. Alors c'est quand même assez incroyable parce que quand on se dit, nous, sur le plan local, on se dit, si on a le Moyen-Orient, l'Iran et l'Irak, ça paraît vraiment le bord. Or, pour un Américain, dans une géostratégie, une géopolitique globale, ça paraît simplement le début. C'est pareil quand on dit Moyen-Orient et Orient. Vous commencez où l'Orient? Parce que vous voyez, on a très clair, on a Moyen-Orient et très clair Extrême-Orient. Et l'Orient, c'est quoi? Sinon, vous faites comme ce qu'on appelle aux langues zo, on appelle ça les langues rares. Dans les langues rares, il y a le chinois. Vous voyez? Alors, si vous prenez les langues rares, chinois, hindi, etc., vous avez la plupart de la population, mais c'est parce que c'est une langue rare par rapport au français, pas par rapport aux langues. Et donc là, la différence est la suivante. L'espace de configuration du bord, il est plus stable. Mais contrairement à ce que vous pensez, il n'est pas plus stable du côté du Moyen-Orient, il est plus stable dû à la Chine, avec un point de contact Pakistan et Inde. Vous connaissez très peu de choses, sauf si vous êtes spécialisé sur l'Inde. Or, c'est la deuxième population mondiale. Forcément, ils font quelque chose dans le coin. Bon. Si maintenant vous prenez l'Inde et la Chine, qui est la première et deuxième population mondiale, vous allez vous rendre compte que vous avez énormément de lacunes géopolitiques. Et quand vous allez vous rendre compte ce qu'elles sont, vous allez vous dire « Ah, mais la Perse, c'est simplement un point de contact. » Et là, d'un seul coup, vous allez vous rendre compte qu'évidemment, il n'y a jamais eu vraiment de rupture réelle, mais seulement des ruptures officielles. Ce qui fait que l'espace qui va le plus bouger, c'est plutôt le proche Moyen-Orient, c'est pour ça qu'on a aussi le Proche-Orient, et c'est le Proche-Orient bien en amont de Iran et Irak. Ce qui fait que la zone de bord, c'est le Kurdistan. Donc, si vous voyez en fait ça dans un cadre global, vous allez vous rendre compte que cet espace-là de confinement, il est effectivement déséquilibré, mais très stable. Alors le problème, c'est que est-ce que vous préfériez équilibré, mais instable? En général, nous, on voit l'instable, et on se dit, ça doit être déséquilibré. C'est faux, ça peut être un équilibre qui est instable. En réalité, la région est très très stable, et la meilleure preuve, c'est pas besoin de vous le démontrer, vous regardez l'histoire. Ça fait pas des décennies qu'ils sont dans le coin, ça fait des siècles. Or, si vous regardez d'autres régions du monde, en termes de siècles, il y a des régions qui ont complètement changé, qui n'ont rien à voir. Là, c'est les mêmes populations.
c'est les mêmes Assyro-Chaldéens, c'est les mêmes Arméniens, c'est les mêmes Kurdes, c'est les mêmes Juifs, c'est les mêmes Arabes dans le coin. Donc, il faut bien réaliser que c'est l'intelligence de l'observateur qui va modifier l'intelligence de l'interprétation. Mais les événements ont lieu. Vous regardez la même pièce de théâtre et vous êtes metteur en scène ou alors vous êtes spectateur. Vous ne voyez pas la même chose. Pourtant, c'est la même pièce. Parce que le metteur en scène va se rendre compte qu'il y aura des erreurs que vous n'aurez pas aperçues. Et ces petites erreurs vont être fondamentales parce que ça va être à partir de ces erreurs qu'on va avoir un changement. C'est exactement la thématique de Picasso. On copie, on copie, on copie, on se plante et on crée. Bien, dans la région, on copie beaucoup en termes de stratégie. Et donc, des fois, on a des inversions stratégiques. L'un joue la stratégie de l'autre. Nous, on voit ça de façon simplement temporelle, segmentée. On a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Ce n'est pas nouveau du tout. Donc, pour conclure, si on a décalé et qu'on est passé de 1915 à 2015, c'était pour mieux comprendre 1915. Mais il faut se dire que peut-être que 1915 vous aurait permis de mieux comprendre 2015. Parce que des fois, on se dit, ça ne va pas bouger. D'accord ? On se dit, maintenant on est civilisé, c'est bon. Toc, Crimée. En plein milieu de l'Europe, hein. On se dit à Pétaouchnok, bon, ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, on sait exactement. Bon, qui, parmi vous, aurait pensé que ça pouvait bouger ? C'est simple, quasiment personne, à moins d'être du coin. Bon. On découvre, comme ça, que la Crimée est russophone. Mais la Crimée était russophone dès le départ. Bon, donc, pour vous dire quoi ? C'est pour vous dire, en fait, que si vous oubliez sans arrêt, c'est comme si vous êtes en phase d'Alzheimer. Donc vous avez toujours des nouveaux amis. Vous n'avez même pas d'anciens ennemis. Parce que vous ne savez plus qui c'est. Voilà. Bon, donc là c'est ça le problème. C'est que nous on a une tendance à regarder l'espace sur une durée de quelques années. Or, la configuration de l'Orient, dans cette zone, c'est sur des durées de siècles que ça se joue. Donc vous imaginez, en fait, qu'ils jouent par exemple un coup par siècle et vous trouvez quand même qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Oui, mais ça se joue comme ça. Donc dans ce cadre-là, je reviens aux croisades. Les croisades ont duré combien de temps ? 2 siècles. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Pour vous, c'est juste un mot. Bien sûr que non, puisque vous le savez. Mais si vous le dites à quelqu'un d'autre, eh bien, il va vous dire c'est juste un mot. Or, essayez maintenant de réfléchir. Combien de personnes différentes sont intervenues dans le même cadre, pour le même but, dans un espace aussi étendu, sans avoir aucune relation les uns avec les autres ? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle un message diachronique. C'est-à-dire que quelqu'un qui l'a commencé en 1095, ça va continuer alors qu'il n'existe plus, et on continue à faire les mêmes choses dans le même sens. Or, on a sans arrêt des gens qui sont nouveaux. Comment ça se fait qu'ils retiennent ? La guerre de 100 ans. J'espère que vous ne pensez pas que c'était toujours les mêmes qui intervenaient. Bon. Eh bien, on ne se rend pas compte justement de ces durées. La guerre de 100 ans, Byzance, 11 siècles. Le siège de Candie, 21 ans. Vous voyez, c'est des durées vraiment très bizarres. Or, dans cet espace de l'Orient, c'est des durées naturelles. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Vous savez, en fait, si vous regardez les différents temples de l'époque, vous allez vous rendre compte qu'il y a des temples qui étaient totalement rasés. Il y a même des temples qui ont été, on aura enlevé leur fondation. Ou même pas localisé avec précision où c'était. Donc la méthode de destruction, c'est quelque chose qui est complètement local. Non. Les destructions humaines, il y en a tout le temps. Tout le temps. Le problème, en fait, c'est la taille. C'est ça la différence entre un crime contre l'humanité et un génocide. Mais là, le problème, c'est que si vous regardez dans cet espace très petit l'épaisseur historique,
eh bien, on joue dans l'histoire et pas dans la géographie. Or, nous, on a une certaine tendance à ramener toujours à la géographie. Donc, c'est des problèmes d'Orient, c'est des problèmes du Moyen-Orient, c'est des problèmes du Proche-Orient. En réalité, c'est quoi? C'est des problèmes de la source. Si la source était nomade, si le lieu de naissance n'était pas au même endroit, il n'y aurait pas de ces problèmes. Donc, la problématique est très simple. Si on oublie l'espace de configuration et la géopolitique, on se ramène rapidement à du mythe et du symbole. Donc, il faut le faire à l'envers pour que vous preniez les éléments. Prenez les mythes, prenez les symboles, remontez à la stratégie. Si vous vous dites par exemple que le poisson est très important pour les chrétiens, il y en a qui le disent parce qu'ils croient que ce n'est pas de la viande. Or, ça n'a rien à voir. C'est simplement le mot. Ça n'a rien à voir même avec la qualité du poisson. C'est simplement que quand vous écrivez le poisson en grec, ça veut dire Jésus-Christ Sauveur. C'est pour ça que, des fois, pour se protéger, ils dessinaient un poisson au lieu de mettre une croix. C'était trop clair, la croix. C'est assez pareil. Avant, la croix n'était pas une croix, c'était un T. Oui, parce qu'en fait, ils étaient crucifiés sur un T, ils n'étaient pas crucifiés sur une croix. Et en fait, on a confondu l'étiquette de l'appellation sur le T, on a cru que c'était la croix. Or, c'est drôle de se rendre compte que si vous regardez dans les églises paléochrétiennes, vous allez voir des T, vous allez avoir même des anagrammes basés sur le T, paternostère, et pas du tout sur la croix. Donc en fait, on a fait